Il y a des noms de famille qu'on prononce à voix basse. Et puis, il y a Gambino. Une lignée qui n'a pas conquis le pouvoir, elle l'a écrasé. Richesse démesurée, trahison silencieuse et un sang-froid qui opérait sans laisser de traces. Tout a commencé avec Carlo Gambino, un cerveau criminel façonné dans les ruelles de New York. Un esprit tranchant comme une lame, une volonté forgée dans la vengeance sicilienne. Pendant que le monde changeait, lui bâtissait son empire depuis l'ombre. Un marionnettiste invisible dont les fils finissaient toujours dans le sang. Mais le plus troublant, ce n'est pas la manière dont il est arrivé au sommet. C'est la manière dont il a réussi à y rester, esquivant 1000 lames prêtes à lui trancher la gorge. Son héritier, Paul Castellano, ressemblait à un roi sans couronne, un homme d'affaires parmi les tueurs, détesté parce qu'il sentait le parfum et non la poudre. Puis vint John Gotti, brillant, audacieux, inarrêtable, un mafieux qui vivait pour les flashs et mourait pour le besoin d'être au centre. Son ascension fut fulgurante, sa chute, inévitable. Du silence calculé de Gambino au vacarme imprudent de Gotti, l'histoire de cette famille n'est pas qu'une légende criminelle. C'est un avertissement. Même les empires les plus redoutés peuvent s'effondrer, si l'ego pèse plus lourd que la loyauté. Origine de Carlo Gambino. Au début du XXe siècle, les ruelles de Palerme mêlaient élégance et danger. Des fiacres impeccables, des costumes sur mesure et des regards capables de tuer. Beaucoup de ces hommes distingués n'étaient pas des aristocrates, c'étaient des mafieux. Ils se faisaient appeler la Société de l'honneur, un clan qui alliait anciens codes et violences impitoyables, dominant chaque recoin de la vie quotidienne d'une main de fer. Ce n'est pas un hasard si, de ces rues, sont nés certains des parrains les plus redoutés de l'histoire. Le 24 août 1902, dans ce même décor, naquit un enfant, celui qui allait plus tard bâtir l'empire criminel le plus puissant de la planète. Son nom, Carlo Gambino. Fils d'une famille influente, avec la mafia profondément enracinée dans le sang, il grandit sous la protection et la menace de la Cosa Nostra. Il vivait dans un quartier où ni la police ni l'armée n'osaient pénétrer. Là-bas, le crime n'était pas une anomalie, c'était la norme. L'influence de Don Vito. Ni la police, ni les militaires n'osaient franchir ces rues. Elles étaient dominées par un pouvoir plus ancien que l'État lui-même, et bien plus redouté, la mafia. Le jeune Carlo observait en silence ces hommes de respect. Ils avaient tout, l'autorité, la fortune, et une dévotion quasi religieuse de la part de ceux qui les entouraient. Ils marchaient avec élégance, ils imposaient sans élever la voix. Les hommes se découvraient en les voyant passer. Les femmes leur baisaient les mains. Ils ne portaient pas de couronne, mais c'étaient des rois. Et parmi eux, un seul régnait sans contestation, Don Vito Caciofero, le chef absolu de la Société de l'honneur. Il avait du charisme, du sang-froid et une intuition criminelle que Carlo n'oublierait jamais. Don Vito n'était pas un simple voyou. Il ne tirait pas par impulsion, ni ne détruisait par orgueil. Fils d'une famille influente, avec la mafia profondément enracinée dans le sang, il grandit sous la protection et la menace de la Cosa Nostra. Il transformait la peur en affaire. Là où d'autres intimidaient par la violence, lui proposaient une protection en échange d'une somme raisonnable. Et les commerçants, loin de résister, payaient avec plaisir, car sous son ombre, le danger disparaissait. Carlo observait tout, et il ne rêvait pas de lui ressembler. Il rêvait de le surpasser. La naissance du criminel. Carlo n'était pas né pour rester sur le bord. Il voulait être au centre. Il voulait de l'action, du pouvoir, du respect. Il quitta l'école alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Et grâce au contact de sa famille, il obtint ce qu'il cherchait, une place aux côtés de Don Vito, en tant qu'homme de confiance. Lorsqu'un commerçant prenait du retard dans ses paiements, Carlo ne négociait pas. Il organisait simplement un accident. À première vue, il n'impressionnait pas. Il mesurait 1,70 m, corpulence moyenne, vêtements sans prétention. Il ne portait pas de costume coûteux et ne haussait jamais la voix. Mais il avait deux choses qui le rendaient dangereux. Un nez aussi tranchant qu'un poignard et un sourire rusé qui n'était jamais gratuit. Il était silencieux, réservé, mais il suivait une philosophie claire. Pour survivre dans ce monde, tu dois être moitié lion, moitié renard. Le renard repère le piège de loin. Le lion rugit si fort qu'il fait trembler les chacals. Carlo fut exactement cela. Rusé quand il le fallait, impitoyable quand c'était nécessaire. Don Vito le comprit tout de suite.
Ce garçon n'était pas un pion. C'était une pièce maîtresse. À 19 ans, sa loyauté, son intelligence et son sang-froid lui valurent une place officielle au sein de la Société de l'honneur. Mais tandis que Carlo gravissait les échelons, à l'extérieur de la Sicile, le monde s'apprêtait à être bouleversé, à jamais. Le saut vers l'Amérique. Pendant que Carlo grandissait, l'Italie devenait de plus en plus hostile. Dans les années 1920, le fascisme de Benito Mussolini prenait de l'ampleur. Et pour lui, la mafia n'était pas un simple problème. C'était un ennemi à exterminer. Des rafles, des arrestations, des disparitions. La Sicile n'était plus un refuge pour les hommes d'honneur. C'était devenu un piège. Les jeunes mafieux le comprirent rapidement. Rester signifiait finir en prison ou sous terre. Ceux qui avaient des contacts en Amérique les activèrent sans hésiter. Carlo en avait beaucoup. Par sa mère, il appartenait à la famille Castellano, un clan mafieux déjà bien implanté à New York. La voie était claire, traverser l'océan ou disparaître. En novembre 1921, Carlo prit sa décision. Il monta à bord d'un cargo, caché entre des barils de vin et d'huile d'olive. Sa famille paya une belle somme pour que le capitaine veille sur lui pendant le voyage. Un mois plus tard, le navire accosta à Norfolk, en Virginie. Et parmi tout l'équipage, un seul passager descendit lentement. Il portait son plus beau costume. Il ne regarda pas en arrière. À peine âgé de 19 ans, Carlo Gambino posa le pied sur le sol américain, comme si ce territoire lui appartenait déjà. Ce n'était pas un immigrant de plus. C'était un prince du crime. Et il venait tout juste d'arriver dans son nouveau royaume. Un nouveau départ. Peu avant Noël 1921, Carlo Gambino entama sa vie en Amérique. Il n'était pas venu tenter sa chance. Il était venu bâtir son pouvoir. Et il ne partait pas de zéro. Il avait quelque chose que d'autres n'avaient pas. Une famille déjà bien implantée dans le crime organisé de New York. On lui trouva un appartement modeste près du port de Brooklyn. Et on ne tarda pas à le plonger dans les affaires. La ville avait soif. La prohibition avait transformé l'alcool en or liquide. Tandis que le peuple suppliait pour un verre, la mafia remplissait les verres et les poches. Parmi les plus actifs, il y avait les cousins de Carlo, les Castellano, des trafiquants déguisés en hommes d'affaires. Leurs camions ne livraient ni fruits ni meubles. Ils transportaient des bouteilles, des fûts et des liasses de billets bien dissimulés. Gambino ne tarda pas à trouver sa place. Il conduisait avec calme, surveillait avec sang-froid. Il était chauffeur, oui, mais aussi garde du corps. Et si nécessaire, il savait exactement quand et où appuyer sur la gâchette. Les premiers pas dans la machine criminelle, les routes de contrebande, étaient de véritables champs de bataille. Chaque livraison d'alcool pendant la prohibition pouvait se transformer en embuscade. Chaque bouteille pouvait coûter une vie. Les gangs rivaux se disputaient les cargaisons comme s'il s'agissait de lingots d'or. Et Carlo, toujours plus immergé dans ce monde, ne tarda pas à attirer l'attention des vrais chefs. C'est alors qu'il fit la connaissance de Joe the Boss Masseria, le patriarche sicilien qui dominait sans opposition le crime organisé à New York. Un symbole de l'ancienne école, un véritable homme d'honneur. Carlo vit l'opportunité et ne la laissa pas passer. Il entra dans son cercle, et il ne fallut pas longtemps pour que son talent commence à briller. Il était efficace, précis, invisible. Il savait faire circuler l'argent, organiser des opérations, garder le silence et disparaître quand il le fallait. Très vite, il devint indispensable. Mais il était aussi quelque chose de plus, stratégique. Il savait que dans ce monde, dépendre d'un seul patron, c'était une condamnation à mort. Car là-bas, les balles n'annonçaient jamais leur arrivée. Et la loyauté aveugle était le chemin le plus court vers le cimetière. Carlo en était convaincu. Il ne mourrait pour personne. Pas même pour Joe, the Boss. Le commencement de la trahison. Au début des années 30, le monde criminel de New York était au bord de l'effondrement. Joe the Boss Masseria menait une guerre sanglante contre son rival de toujours, Salvatore Maranzano, un autre parrain sicilien qui ne répondait à personne. Pour les jeunes mafieux comme Carlo, tout cela relevait de la folie. Une guerre d'ego qui n'apportait aucun bénéfice, seulement des cadavres. La mafia se vidait de son sang de l'intérieur. Parmi les plus proches de Gambino se trouvait un homme différent, Lucky Luciano. Freud, brillant, implacable. Luciano ne voulait pas gagner. Il voulait réinventer les règles du pouvoir.
Et il avait un plan. Écoute, Carlo. Allons droit au but. Ces vieux types sont en train de tout foutre en l'air. Leur guerre de territoire, leur code d'honneur, ça ne vaut plus rien. Pendant qu'ils s'entretuent par fierté, nous, on pourrait devenir riches à crever. Tu veux faire le ménage? S'ils ne bougent pas, on les efface. Ils sont déjà morts. Ils ne le savent juste pas encore. Mais j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Pas d'un tueur de plus. Quelqu'un qui réfléchit. Et pourquoi je devrais te faire confiance? T'as déjà une armée à toi tout seul. Parce que t'as pas cet ego de merde qui fout tout en l'air. T'es patient, calculateur, et quand tu dois être cruel, tu l'es sans trembler. Si je rentre, je veux ma part. Pas de promesses en l'air. Tu auras l'argent, le pouvoir, carte blanche. Mais si tu me trahis, je t'enterre, et je te tue une deuxième fois. Et si toi tu me l'as fait à l'envers, je te coupe les couilles et je te les fais avaler. C'est pour ça que je te veux avec moi. Marché conclu, marché conclu. Carlo le renard choisit son camp. Et avec ce mouvement silencieux, il se plaça à un pas du trône. Il ne se salit pas les mains. Il ne se mit pas en danger. Il joua pour gagner, sans trop risquer. Son objectif était simple, devenir riche le plus rapidement possible, en laissant derrière lui les codes rouillés de l'ancienne mafia sicilienne. Le 15 avril 1931, tout changea. Luciano invita Joe the Boss, Masseria, à déjeuner dans un restaurant de Coney Island. Pendant qu'il s'absentait de la table, 4 hommes armés entrèrent et l'exécutèrent de sang-froid. Avec Masseria hors jeu, Gambino se rangea brièvement du côté de Salvatore Maranzano, le nouveau capot en pleine ascension. Mais Maranzano, confiant d'avoir ces jeunes ambitieux à ses côtés, ne vit pas venir l'inévitable. La trahison. Sur ordre de Luciano, il fut assassiné dans son propre bureau, criblé de balles et poignardé jusqu'à la mort. Avec sa chute, une époque se referma, et une autre commença, une époque que Carlo Gambino avait su choisir dès le départ. Les premiers échelons du pouvoir, avec la mort de Maranzano, une nouvelle mafia vit le jour. Une génération sans nostalgie, sans code romantique, sans honneur. Et à sa tête, Lucky Luciano, qui la transforma en ce qu'il avait toujours voulu, une entreprise. Fini les anciens serments et les rituels d'antan. Il y avait désormais des votes, des hiérarchies et un conseil d'administration criminelle. Chaque famille avait sa place à la table. Et Carlo Gambino, qui avait joué ses cartes avec une précision chirurgicale, reçut sa récompense. Il fut placé sous les ordres de Vincent Mangano, le patron incontesté du port de Brooklyn. Un poste clé pour contrôler les marchandises, les réseaux d'influence et des millions de dollars. C'est de là que Carlo commença à bâtir son propre empire. Il apprit les secrets du commerce illégal, prêt à des taux usuraires, jeux clandestins, vols planifiés de marchandises. Tout fonctionnait avec une efficacité redoutable, et dans le plus grand silence. Et son talent ne tarda pas à porter ses fruits. À 29 ans, il fut promu capo, chef de sa propre cellule mafieuse. Son premier geste fut une déclaration d'intention. Il choisit son cousin, Paul Castellano, comme l'un de ses hommes de confiance. Paul, fils d'un bookmaker de Brooklyn, était lui aussi né dans le crime. Et Carlo, qui savait mieux que quiconque que les ennemis étaient toujours à l'intérieur, connaissait cette règle fondamentale du jeu. On ne survit qu'en faisant confiance au sang. Le sang comme seul entré dans le cercle, Carlo connaissait les règles non écrites du pouvoir. Et il connaissait aussi les risques. Il avait vu des trahisons naître de l'intérieur, et il savait que, dans la mafia, le véritable ennemi était bien souvent assis à la même table. C'est pourquoi il ne faisait pas confiance à n'importe qui. Avec Paul Castellano, c'était différent. Il n'était pas seulement loyal, il était de la famille. Et pour Carlo, le sang n'était pas un détail. C'était la seule garantie. Moins de temps à regarder par-dessus son épaule signifiait plus de temps pour planifier son ascension. Alors il créa quelque chose d'inhabituel. Un cercle fermé, hermétique, réservé uniquement aux siens. Pas des copains, pas des faveurs. Seuls pouvaient y entrer ceux qui portaient son nom ou son sang. Beaucoup disaient qu'il exagérait, que cette confiance aveugle était une erreur. Mais Carlo s'en moquait. En 1932, à 30 ans, il scella cette stratégie avec une étape de plus. Il épousa Catherine Castellano, la sœur de Paul, et aussi sa cousine Germaine. Un mariage qui, pour n'importe quel catholique, aurait été inacceptable.
Mais dans la mafia, il ne s'agissait pas de religion. Il s'agissait de pouvoir. Ce ne fut pas un acte d'amour. Ce fut un coup de maître. Une fusion entre deux lignées criminelles qui blindaient son contrôle et éliminaient toute fissure. Opportunité dans les ruines, Carlo et Catherine s'installèrent dans une maison modeste à Brooklyn. Ils eurent 3 fils et une fille. De l'extérieur, tout semblait normal. Un père de famille affectueux, discipliné, dévoué. Mais ni le mariage, ni la paternité ne parvinrent à freiner son ambition. Le pouvoir restait sa seule obsession. En 1933, la prohibition prit fin. Et avec elle, de nombreux mafieux virent leur fortune s'effondrer. La contrebande d'alcool cessait d'être une affaire rentable. Mais Carlo vit ce que les autres ne voyaient pas. Là où la majorité voyait une fin, lui voyait une nouvelle opportunité. L'alcool avait toujours un marché, à condition de contourner les taxes. Alors, il le fit. Il commença à vendre moins cher que les liquor stores légaux, et ainsi, il réalisa son premier grand coup de fortune. Mais cela ne passa pas inaperçu. En 1937, il fut condamné pour fraude fiscale, après avoir exploité une distillerie clandestine qui avait produit plus d'1 million de gallons à Philadelphie. Malgré cela, il s'en sortit presque indemne. Une condamnation mineure, pas un seul jour de prison, et il ne perdit pas le rythme. En 1941, alors que les États-Unis entraient dans la Seconde Guerre mondiale, Carlo réfléchissait déjà à la manière de transformer le conflit en profit. Le gouvernement commença à rationner les produits essentiels. Viande, chocolat, essence, même les bas en nylon. Chaque bien rare représentait pour lui la même chose. Une mine d'or en attente d'être exploitée. Marché noir et chantage. Pendant la guerre, les coupons de rationnement devinrent aussi précieux que l'or. Et Carlo, comme toujours, trouva le moyen de les transformer en argent. Son équipe les volait, les falsifiait et les accumulait par milliers. Quand le gouvernement tenta de les protéger en les plaçant dans des banques, Carlo fit ce qu'il savait faire de mieux, corrompre. Quelques enveloppes glissaient sous la table et les coupons revenaient entre ses mains. L'argent noir affluait sans interruption. 1 million de plus sur le compte. Mais pour Gambino, ce n'était jamais suffisant. Peu après, il repéra un autre créneau, un que presque personne dans la mafia n'osait toucher, les bars fréquentés par des hommes homosexuels. Carlo ne s'intéressait ni aux lumières, ni à la musique, ni à l'ambiance. Ce qu'il voyait, c'était une nouvelle opportunité. À une époque où faire son coming out pouvait détruire des réputations, ces bars étaient fréquentés par des professionnels influents, avocats, médecins, chefs d'entreprise. Gambino ne cherchait à protéger personne. Il cherchait à faire chanter. Il mit en place un réseau de chantage précis et impitoyable. Il menaçait de les exposer et faisait payer pour leur silence. Tandis que d'autres utilisaient la violence, Carlo jouait avec quelque chose de plus puissant, la peur, les secrets et le silence. Dans les années 50, il avait déjà la réputation d'être l'un des plus gros générateurs d'argent de toute l'organisation. Et le plus impressionnant, c'est que il n'était même pas encore arrivé au sommet. Le trône de sang. Carlo Gambino était déjà une figure clé au sein de la famille criminelle Mangano. Mais son ascension s'était arrêtée. En 1951, le chef de la famille, Vincent Mangano, disparut sans laisser de traces. Et tout le monde savait qui était derrière. Albert Anastasia, son bras droit et rival direct de Carlo. Anastasia était craint même par les tueurs. On le surnommait le Seigneur de la Mort, et il dirigeait l'escouade brutale de tueurs à gages connus sous le nom de Murder Inc. Sa réputation ne s'était pas construite avec des mots, mais avec des cadavres. En 1956, Anastasia nomma Carlo comme son second. Un geste risqué, et en apparence, généreux. Mais Carlo ne se faisait aucune illusion. Il savait qu'il n'hériterait jamais du trône par la voie traditionnelle. Tous deux avaient déjà passé la cinquantaine. Mais Anastasia débordait encore d'énergie, et d'une violence qui était loin d'être éteinte. Carlo, fidèle à son style, ne protesta pas. Mais il prit une décision silencieuse et définitive. Le chemin vers le pouvoir devait être dégagé. Le trône de sang, et il n'hésita pas. Le 25 octobre 1957, Anastasia entra dans son salon de coiffure habituel à l'hôtel Park Sheraton, en plein Manhattan. On lui posa une serviette chaude sur le visage, et alors, 2 hommes firent irruption. 5 coups de feu.
La dernière balle traversa son crâne. Fin de l'histoire. Avec sa mort, plus rien ne se dressait entre Carlo et le pouvoir absolu. Il y était parvenu sans éclat, sans scandale, seulement avec de l'intelligence, de la patience et une dose précise de sang. Il était désormais le chef suprême de la famille Mangano. Mais pas pour longtemps, car cette famille allait bientôt porter son nom. La famille Gambino venait de naître. Le nouveau parrain. À 55 ans, Carlo Gambino atteignit son objectif ultime: devenir le chef absolu de sa propre famille criminelle. Il avait éliminé ses rivaux, neutralisé les menaces et pris le contrôle sans élever la voix. Désormais, son nom ne faisait pas seulement peur. C'était une légende. La toute nouvelle famille Gambino contrôlait le port de Brooklyn, une artère par laquelle transitaient des millions en marchandises, et bien plus encore en pots de vin. Mais Carlo n'était pas un chef statique. Il savait que le véritable pouvoir ne se transmet pas, il se multiplie. Il diversifia ses affaires, paris clandestins, manipulation de contrats dans le bâtiment et même fraude financière à Wall Street. En 1962, il scella un coup de maître. Il organisa le mariage de son fils aîné, Tommy, avec la fille de l'un des capots les plus puissants de New York, Thomas Lucchese. Ce n'était pas un mariage, c'était un pacte. Grâce à cette alliance, Gambino accéda à un nouveau business millionnaire, le contrôle de l'aéroport John F. Kennedy. Il détournait des cargaisons entières, soudoyait les syndicats, et les employés leur indiquaient exactement quand et quoi arriver. L'argent ne se gagnait plus avec des armes. Il arrivait à l'heure, comme une montre suisse, et sans laisser de traces. Le business du silence. Tandis que l'argent affluait depuis le port et l'aéroport, Carlo Gambino continuait d'étendre son empire. Cette fois, il porta son regard sur un secteur clé de la ville, l'industrie du vêtement. Pas moins de 70% de tous les vêtements vendus aux États-Unis passaient par des usines new-yorkaises. Et là où il y a du volume, il y a des failles. Il infiltra les petits mais puissants syndicats de chauffeurs routiers et, grâce à cela, prit le contrôle total du transport de marchandises. L'équation était simple. Si une entreprise ne payait pas, ses vêtements n'arrivaient pas en magasin. Du chantage sans avoir à tirer. Du business à l'ancienne. Fidèle au code de l'omerta, Gambino dirigeait son empire depuis sa modeste maison de Brooklyn. Pas de bureau luxueux, ni d'appels téléphoniques compromettants. Les décisions les plus sensibles, y compris celles sur qui devait mourir, se prenaient dans sa salle à manger. Parfois, un simple hochement de tête suffisait. Il ne parlait pas, il ne signait rien, il ne laissait aucune trace. Et c'est pour cela que personne ne pouvait l'atteindre. Son silence était sa meilleure armure, et son esprit, la raison pour laquelle personne n'osait le toucher. Le pouvoir de ne pas briller. Carlo Gambino avait tout. Argent, influence, pouvoir absolu. Mais au lieu de l'exhiber, il le dissimulait. Il évitait les caméras, les interviews, les soirées mondaines. On ne le voyait pas dans des Cadillacs étincelantes, ni entouré de gardes du corps. Il préférait une Oldsmobile grise, vieille, discrète. Et il vivait dans une maison modeste à Brooklyn, comme n'importe quel retraité du quartier. C'était ça, son armure. L'invisibilité comme stratégie. Tandis que d'autres cherchaient la gloire, lui misaient sur l'anonymat. Et ça marchait. Son profil bas était son bouclier le plus efficace. Pour le grand public, ce n'était qu'un vieil immigré, poli, presque attachant. Mais pour ceux qui le connaissaient vraiment, son nom imposait plus qu'un pistolet chargé. Alliés comme ennemis murmuraient tous la même chose. La trahison était sa langue maternelle. Il n'avait aucune peur d'éliminer ceux qui l'avaient aidé à grimper, si cela lui permettait de rester au sommet. À la fin des années 60, la famille Gambino comptait 25 groupes actifs et plus de 800 hommes sous ses ordres. Sans discussion possible, c'était l'homme le plus puissant de New York. Et le plus surprenant, il ne s'était jamais fait naturaliser. Il n'avait jamais terminé l'école. Et pourtant, il bâtit un empire criminel estimé à plusieurs millions, construit non pas sous les projecteurs, mais depuis l'ombre, le roi dans l'ombre. Lors de l'une de ses rares sorties nocturnes, Carlo Gambino assista à un spectacle de Frank Sinatra. Et même si le chanteur était la vedette sur scène, tout le monde dans la salle savait parfaitement qui était le véritable maître des lieux. Entre deux représentations, Sinatra l'invita dans sa loge. Et pas seulement lui. Tout son entourage fut convié. Le second spectacle, prévu à 22h,
fut retardé de 40 minutes. Personne n'interrompt le Don, pas même Sinatra. Mais l'engagement de Carlo ne s'arrêtait pas à sa famille criminelle. Il était aussi profondément attaché à sa famille de sang. Il voulait garder son fils aîné, Tommy, éloigné du crime. C'est pourquoi il l'envoya étudier au Manhattan College, une décision peu commune pour le fils d'un parrain. À ses côtés, son épouse Catherine, une femme discrète, mais essentielle. Elle ne posait pas de questions, mais elle était le cœur du foyer. Lorsque les mafieux les plus redoutables franchissaient cette porte, Catherine les accueillait avec un café expresso et un sourire. Elle demandait toujours des nouvelles de leur famille, de leurs enfants. Et avec cela, elle les désarmait complètement. Grâce à elle, la maison des Gambino ressemblait à n'importe quelle autre du quartier. Chaleureuse, ordonnée, presque respectable. Mais cette façade ne trompait pas tout le monde. Les fédéraux savaient exactement ce qui se cachait derrière. Ils savaient que, derrière ces murs, vivait le criminel le plus puissant du pays. Et c'est pourquoi, sans relâche, la maison fut placée sous surveillance constante, jour et nuit. Le commencement de la fin. À la fin des années 60, le règne de Carlo Gambino commença à montrer des fissures. De petites failles qui, avec le temps, deviendraient impossibles à combler. En 1969, John Gotti, un associé de la famille, fut arrêté avec son frère pour le vol d'un camion de marchandises à l'aéroport JFK. L'incident n'affecta pas directement les affaires, mais il déclencha toutes les alertes. L'attention des médias et de la police se recentra sur le parrain. Un an plus tard, Carlo fut officiellement accusé d'avoir orchestré un braquage violent. Mais, comme tant de fois auparavant, son avocat parvint à retarder le procès indéfiniment. Cette fois, cependant, la loi n'était pas son seul ennemi. Son épouse, Catherine, fut diagnostiquée d'un cancer. Et en 1971, après un long combat, elle décéda. Pour Carlo, ce fut un coup que ni la justice ni la police n'avaient pu lui porter. Un coup plus profond que n'importe quelle condamnation. Mais les ennuis ne s'arrêtèrent pas là. Frustré par l'impasse judiciaire, le gouvernement décida d'emprunter une autre voie, l'expulser vers la Sicile, en invoquant son statut d'immigrant illégal. Curieusement, chaque fois que la déportation semblait imminente, la santé de Carlo se détériorait mystérieusement. Problème cardiaque soudain, rapports médicaux bien placés. Et quand les médecins finissaient par autoriser son départ, ses contacts intervenaient. Le plan d'expulsion s'effondrait encore et encore. Gambino vieillissait. Son corps commençait à faiblir, mais son emprise sur tout le reste restait aussi ferme qu'auparavant. Le dernier mouvement du maître, lorsque la déportation semblait inévitable, Carlo Gambino joua son dernier coup. Et, comme toujours, ce fut en silence, avec une précision chirurgicale. 2 membres influents du Congrès acceptèrent un accord discret, $1000 mensuels à vie, en échange de la possibilité pour Carlo de rester sur le territoire américain. Et ce fut le cas. Gambino remporta sa dernière bataille politique sans même quitter sa maison. Mais les années finirent par le rattraper. Son cœur, aussi froid que calculateur, commença à faillir. Le 15 octobre 1966, alors qu'il regardait un match des Yankees, dans sa résidence d'été à Long Island, Carlo Gambino mourut d'une crise cardiaque. C'est ainsi que s'acheva l'histoire de l'homme qui dirigea l'organisation criminelle la plus puissante des États-Unis pendant 2 décennies, sans avoir passé un seul jour en prison. Ses funérailles furent une procession monumentale. Des milliers de personnes vinrent de tout le pays. Certains par respect, d'autres par peur. Mais la légende, elle, était déjà éternelle. Même si son corps fut enterré, ce qu'il laissa derrière lui allait bien au-delà d'un simple héritage. Il laissa un monstre, une structure criminelle si solide, que même la mort de son architecte ne parvint pas à la démanteler. Et pourtant, en son absence, le chaos ne tarda pas à pointer. Les conflits internes commencèrent à exploser. Et beaucoup savaient que cet incendie, c'est Carlo lui-même qui l'avait allumé avant de mourir. L'héritage maudit. Avant d'exhaler son dernier souffle, Carlo Gambino laissa 2 choses, un empire et une bombe à retardement. Il choisit personnellement son successeur, et cette seule décision marqua le début du déclin. Il ne nomma aucun de ses fils, non pas parce qu'il ne les aimait pas, mais parce qu'il n'était pas prêt. Aucun n'avait suffisamment de poids au sein de l'organisation. Mais pour Carlo,
Le sang restait une loi. C'est pourquoi il choisit son cousin et beau-frère Paul Castellano, connu sous le nom de Big Polly. Paul n'était pas un mafieux traditionnel. Il n'avait jamais tiré une balle. Il n'avait jamais récupéré une dette à coups de poing. C'était un homme de chiffres, un gestionnaire, pas un guerrier. Mais il faisait partie de la famille. Et des décennies plus tôt, le clan Castellano avait été essentiel à l'installation de Carlo à New York. Aujourd'hui, Carlo rendait l'appareil. Mais ce faisant, il condamna sa propre création, car il choisit le mauvais homme. Carlo Gambino avait construit un empire sans tirer devant témoin, sans élever la voix, sans mettre un pied en prison. Mais même les empires les plus redoutés s'effondrent quand le trône tombe entre de mauvaises mains. Son héritage fut-il un triomphe ou le début d'une ruine annoncée? À toi d'en juger. Et si cette histoire t'a captivé, laisse un like, abonne-toi et active la cloche. Car bien d'autres vérités du crime, tu es sur le point de les découvrir. On se retrouve dans le prochain épisode. Ceci n'est pas terminé.